Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Onésime Dushimakite. C'est un plaisir de vous retrouver, mesdames et messieurs, à ce rendez-vous d'actualité de ce samedi 28 août 2021. Au sommaire, les Imbonerakure sommet de se comporter comme des militaires. Un appel émis par Révérien Ndikurio, président du parti CNDD-FDD. C'était ce samedi dans la commune Gasogwe, en province Muyinga, lors de la 5e célébration de la journée nationale dédiée aux Imbonerakure. Au sommaire également, les différents intervenants dans les accords d'Arusha pour la paix et la réconciliation entre les Burundais, conclus il y a 21 ans à Arusha en Tanzanie, reviennent sur les conséquences néfastes de la révision de la Constitution qui émane de ces accords. Grogne des militaires du 121e bataillon de la province de Chibitoke contre leur commandant qui s'illustre par une mauvaise gouvernance. Vous aurez les précisions dans cette édition. Dans le mini-magazine au cœur de la société, nous vous parlons aujourd'hui de la situation sur les disparitions forcées au Burundi. Les détails tout de suite. Merci d'écouter la radio publique africaine. 8 personnes seraient décédées et plusieurs autres ont été blessées ce samedi dans un accident d'un véhicule de type Fuso. L'accident a eu lieu dans la localité de Gasuru, en zone Kiremba de la commune Gasogwe, en province Muyinga. Les victimes se rendaient dans les cérémonies de la 5e célébration de la journée nationale dédiée aux Imbonerakure. Les blessés ont été évacués vers l'hôpital de Gashoho. Au cours de ces cérémonies organisées en commune Gasogwe de la province de Muyinga, Révérien Ndikurio, président du parti CNDD-FDD, a appelé les Imbonerakure à se comporter comme des militaires. Écoutez Révérien Ndikurio. Nous félicitons et encourageons les Imbonerakure sur ce défilé typiquement militaire. Nous vous demandons d'améliorer votre talent militaire pour ainsi concrétiser l'adage « tel fils, tel père ». Notre président est gradé général-major. Il faut que vous effectuiez le défilé militaire tel qu'il est établi. Soyez des militaires au vrai sens du terme. Que personne ne sous-estime plus les exercices paramilitaires des Imbonerakure. Soyez toujours aux aguets. Que toute la population vous emboîte le pas pour bien coordonner ses pas en se dandinant mais sans toutefois trébucher. Il faut exploiter nos facilités de nous aligner convenablement et parcourir 10 000 km pour réaliser pleinement nos projets en peu de temps. C'était Révérien Ndikurio, président du parti CNDD-FDD. 21 ans jour pour jour, les accords d'Arusha pour la paix et la réconciliation entre les Burundais ont été signés. Conclus en Tanzanie en 2008 sous l'égide de Nelson Mandela, après de longues négociations, ces accords ont abouti à un ouf de soulagement pour mettre fin à des tueries déclenchées depuis 1993. Dans le cadre de la reconnaissance de ces accords d'Arusha, le mouvement MAP Burundi Buhire avait récemment organisé une séance d'échange entre différents intervenants dans les 10 accords. À commencer par le délégué d'alors du parti Prona à Arusha, ces accords étaient d'une impérieuse nécessité compte tenu de la misère que traversait le peuple burundais. Il s'agit du professeur Charles Nditije. Accord âprement négocié pendant près de 4 ans entre toutes les parties prenantes au conflit burundais. Il s'agit de 17 partis politiques, plus le gouvernement et l'Assemblée nationale, avec bien entendu l'appui et la facilitation des chefs d'État de la sous-région, de l'Union africaine, des Nations unies, de l'Union européenne, qui en sont les co-signataires et garants par ailleurs. Cet accord d'Arusha a été baptisé Accord pour la paix et la réconciliation au Burundi, et cela revêt une signification toute particulière dans le contexte historico-politique burundais. Accord pour la paix car celle-ci avait manqué suite, je cite, à l'état continu de violence
d'effusion de sang, d'insécurité et d'instabilité politique, de génocide et d'exclusion qui ont plongé le pays et le peuple burundais dans la détresse, fin de citation, causant ainsi des souffrances inouïes à des milliers de Burundais. Accord pour la réconciliation aussi, car les Burundais réunis à Arusha ont pris la courageuse et salutaire résolution d'enterrer définitivement l'âge de guerre. Pour ce faire, ils se sont convenus d'emprunter la voie du dialogue permanent, du compromis et de la réconciliation à travers la mise en place des institutions consensualistes qui consacrent le partage du pouvoir entre toutes les composantes ethniques burundaises. Cet accord donna lieu à la constitution post-conflit et fut dans la hiérarchie des normes érigées en un texte supraconstitutionnel tel qu'adopté par le Parlement selon la loi numéro 1/017 du 1er décembre 2000. Cette hiérarchie juridique fut consacrée à nouveau dans la constitution du 18 mars 2005 par le fait que cette constitution est chapeautée et débute par la phrase suivante: vu l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi. L'accord d'Arusha est donc un contrat social entre tous les Burundais, y compris avec le CNDD-FDD qu'il a signé à travers l'accord global de cessez-le-feu avec le gouvernement de l'époque en 2003, tout comme le FNL l'a signé en 2006. Ces accords de cessez-le-feu font partie intégrante de cet accord, d'où d'ailleurs l'expression alternative les accords d'Arusha. De ce qui précède, nous retenons, et c'est fondamental, que l'accord d'Arusha, tout comme la constitution du Burundi qui en est une émanation, ne peuvent en aucun cas être une propriété privée d'un seul parti politique, fut-il celui au pouvoir. Ils sont la propriété de tout le peuple burundais dans sa diversité ethnique, politique et sociale. Leur violation constitue donc un acte de trahison pour le peuple burundais. Quant à Frédéric Bamvugiyumvira, délégué du parti Sahwanya Frodebu à l'époque, il revient sur l'essence de la crise qu'a connue le Burundi en 1993. Passer outre ces accords est un acte qui revient à la trahison. Suivez Frédéric Bamvugiyumvira. Et après avoir analysé les racines du conflit burundais, les négociateurs se sont convenus de qualifier le conflit burundais, comme fondamentalement politique, avec des dimensions extrêmement ethniques et très importantes, et 2, comme découlant d'une lutte de classe pour accéder et ou se maintenir au pouvoir. À partir de ce postulat, les négociants burundais se sont fixés alors comme objectif l'instauration d'un nouvel ordre politique, économique et social, culturel et judiciaire au Burundi, dans le cadre d'une nouvelle constitution bien inspirée des réalités du Burundi et fondée sur les valeurs de justice, de primauté du droit et de la démocratie, de la bonne gouvernance, du pluralisme politique, du respect des droits et libertés fondamentaux des individus, de l'unité, de solidarité, d'égalité entre les hommes et les femmes, de compréhension mutuelle et de tolérance entre toutes les composantes politiques et ethniques du peuple burundais. Devrions-nous rejeter d'un revers de la main cette initiative heureuse qui avait permis aux Burundais de goûter ensemble pour la toute première fois à une décennie de paix relative et à la stabilité politique qui allait ouvrir le Burundi au développement tous azimuts et durable? Non. Les Burundais ont besoin de savoir en détail le contenu de ce trésor que le pouvoir CNDD-FDD veut à tout prix enterrer pour imposer au peuple burundais une voie monopartisane et sans issue. Le mouvement Mape Burundi Buhire, organisateur de cette séance de réflexion, alerte sur les conséquences néfastes de la révision de la Constitution qui émane de ces accords d'Arusha. Émérite pacifique et guyanése du mouvement Mape Burundi Buhire appelle à la réhabilitation de ces accords d'Arusha. Au cours de ces saisons du pouvoir CNDD-FDD, il a été constaté plusieurs cas de violation des dispositifs de l'accord d'Arusha, les violations de droits de l'homme, l'institutionnalisation de petites et grandes corruptions, les détournements des deniers publics et la mémise d'une poignée d'officiels gouvernementaux sur les mécanismes institutionnels de gestion de l'État, débouchant sur la production de la violence étatique contre ceux qui risquaient à dénoncer les dérives du pouvoir. En avril 2015, le président Nkurunziza décida de briguer un troisième mandat
enfoula de pied les dispositions de cet accord d'Arusha sur les mandats présidentiels et en voulant semer le doute juridique entre une élection directe et une élection indirecte. Et il a aussi voulu faire comprendre à qui voulait le comprendre que c'est son deuxième et dernier mandat. La communauté internationale, dont l'Union européenne, l'Organisation des Nations Unies et d'autres partenaires du Burundi, considéraient que l'accord d'Arusha était le fondement de la paix au Burundi et que le processus de révision de la Constitution de 2005 a hypothéqué les acquis de l'accord d'Arusha. Très récemment, le Conseil de sécurité des Nations Unies a recommandé que les garants de l'accord d'Arusha et d'autres partenaires au Burundi cherchent à rétablir l'accord d'Arusha au Burundi. La même recommandation a été la conclusion des conférences que MAP Burundi Buhire a organisées sur l'accord d'Arusha. Toujours au chapitre politique, le discours tenu par le président de la République, Evariste Ndayishimiye, devant le corps magistral mérite d'être appuyé d'actes concrets qui reflètent des changements. Réaction d'un expert en études de médias. Jean-Régis Nduwimana souligne que le président Ndayishimiye devait plutôt s'assurer que le peuple burundais jouisse d'une justice équitable. Suivez plutôt Jean-Régis Nduwimana, expert en études de médias. L'audience, c'était les magistrats, mais aussi, ça c'est une partie de l'interprétation directe se basant sur les invités à la réunion. Et puisque le président ou la présidence a laissé les médias enregistrer l'intégralité des propos du président et diffuser le discours ou les propos du président, c'est-à-dire que l'audience aussi, c'est l'ensemble de la population burundaise. Qu'est-ce qu'il a voulu vraiment dire? Il peut y avoir plusieurs interprétations. Mais quand c'est le président qui parle sur un sujet qui auparavant était déjà très politisé, on peut dire qu'on peut s'attendre à autre chose. Pour moi, je me dis que ça, c'est le speech act, c'est-à-dire que c'est un discours qui peut annoncer des choses qui vont se passer après. Parce que la question a dépassé l'entendement, c'est-à-dire que pour quelqu'un qui a ce pouvoir-là comme le président, on peut s'attendre à des mesures extraordinaires. C'est l'autre étape qui suit dans les démocraties avancées où il y a un dialogue politique qui est plus ou moins transparent. Le Premier ministre peut démissionner, le ministre de la Justice peut démissionner, ou bien ils sont démis de ses fonctions par le chef de l'État directement. Donc c'est un acte qui suit le discours. Le fait qu'il a répété qu'il a été élu, ça peut être interprété différemment, mais je crois que ça veut dire qu'il voulait se légitimer à la personne du chef de l'État. Puis en rappelant que ce chef de l'État là est un élu du peuple. Ça, si ça peut légitimer ses propos, oui, mais si ça pouvait aussi donner l'information comme quoi il y aura une action par rapport à l'état des faits. Parce que ça légitime le pouvoir qu'il a, par exemple, de s'attaquer ou frapper là où ça va mal. Au chapitre droits de l'homme, après avoir été intimidée pour épouser de force l'Imbonerakure Samuel Ndikuriyo, la jeune fille Raika Irakoze a passé la nuit dans les cachots du commissariat municipal de Bujumbura. La victime avait fui l'Imbonerakure qu'il avait kidnappé le week-end dernier alors qu'elle participait à une fête en zone Gihosha. Après s'être confiée au centre Seruka, les informations en possession de la RPA indiquent que la victime a été auditionnée ce vendredi soir par un des policiers de la protection des mineurs de la police judiciaire à Djabé. Après son audition, la jeune fille a été transférée au cachot du commissariat municipal de Bujumbura. Le mouvement des femmes et des filles pour la paix et la sécurité au Burundi dit être préoccupé par le cas de la jeune fille contrainte pour se marier de force avec un Imbonerakure du quartier Gasenyi en zone Gihosha dans la municipalité de Bujumbura. Espérance Barumbanje, membre de ce mouvement, dit que le mariage ne peut en aucun cas être conclu sans consentement des futurs époux. Le mouvement des femmes et des filles pour la paix et la sécurité au Burundi demande aux instances habilitées de veiller sur la sécurité de cette jeune fille. Suivez plutôt Espérance Barumbanje et les membres du mouvement des femmes et des filles pour la paix et la sécurité au Burundi.
Le mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité au Burundi a appris à travers les médias le cas de mademoiselle Laïka Irakoze, une victime d'un mariage forcé, alors qu'elle était encore sur les bancs de l'école, et d'autres formes de violation basées sur le genre, commis par son prétendu mari en violation de la Constitution. L'article 21 de la Constitution du Burundi dispose que la dignité humaine est respectée et protégée. Toute atteinte à la dignité humaine est réprimée par le Code pénal. Quant à l'article 21 alinéa 1, il stipule que la liberté de se marier est garantie, de même que le droit de se choisir son partenaire. Que donc le mariage ne peut être conclu qu'avec le libre et plein consentement des futurs époux. D'après les faits rapportés, mademoiselle Laïka Irakoze n'a pas consenti à ce mariage librement. Ce mariage a été conclu en violation des dispositions du Code des personnes et de la famille relatives à la conclusion du mariage et ses conditions de célébration au Burundi. Donc un mariage ni et sans effet vis-à-vis de la loi. En effet, l'article 87 dispose que le mariage est l'union volontaire de l'homme et de la femme conformément à la loi civile. Sur ces faits, le mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité au Burundi demande aux instances judiciaires de faire justice à cette jeune fille et sévir contre les responsables conformément à la loi. Aux instances de protection des droits et la dignité de tout Burundais habilité de veiller à la sécurité de la jeune Laïka Irakoze pour qu'elle ne soit pas victime d'enlèvement et disparition forcée ou autre traitement inhumain et dégradant. En page de gouvernance, grogne des militaires du 121e bataillon de la province de Cibitoke contre leur commandant qui s'illustre par une mauvaise gouvernance. Ces militaires l'accusent de les forcer de donner de l'argent soi-disant destiné à des fins sociales. Le détail avec Roger Divermesh. Les militaires du 121e bataillon qui se lamentent sont ceux affectés en commune d'Omabaï de la province de Cibitoke. Selon eux, ils ont été ordonnés par le commandant du dit bataillon, le lieutenant-colonel Didas Gwangineza, de donner 2000 francs burundais chacun à la fin du mois de septembre. Un ordre que ces 500 militaires trouvent injuste. Ce lieutenant-colonel nous exige par force d'adhérer dans la caisse sociale. Actuellement, il veut nous soutirer 2000 francs burundais par militaire et nous sommes au nombre de 510. Il nous a dit que nous allons donner cette somme à la fin de ce mois de septembre. Nous avons toujours donné ces cotisations destinées à la caisse partout dans le camp où nous étions affectés sans bénéficier quoi que ce soit. Actuellement, nous nous retrouvons à donner des cotisations dans ces caisses malgré notre maigre salaire. Ces militaires du 121e bataillon disent avoir toujours adhéré dans des caisses sociales et donné des cotisations sans qu'ils en tirent profit. Pour eux, ça ne devrait pas être un ordre vu qu'ils ont de faibles moyens pour couvrir leurs besoins personnels. Les caisses sociales dans lesquelles nous avons adhéré dans le passé, on nous volait toujours notre argent. Autre chose, nous dépensons beaucoup d'argent ces derniers jours car la rentrée scolaire approche et notre commandant dit qu'il va en retirer encore pour la caisse. Nous demandons que ses chefs hiérarchiques lui recommandent d'arrêter cette mesure injuste. L'adhésion dans les caisses sociales est volontaire et n'est pas régie par aucune loi. À ce propos, la rédaction de la RPA n'a pas encore réussi à joindre le lieutenant-colonel Deo Gwangineza pour qu'il réagisse aux allégations des militaires qu'il commande. Non plus, elle n'a pas réussi à joindre le porte-parole de l'armée burundaise, le colonel Floribert Biyereke. Dans nos éditions ultérieures, nous reviendrons sur d'autres actes liés à la mauvaise gouvernance dont son commandant est responsable. Merci à toi, Eloge Divermecha. Toujours en page de gouvernance, la mesure de la direction de l'autorité de l'aviation civile du Burundi de faire payer à ses employés tous les frais de primes et gratifications des années 2014 et 2015 est une mesure injuste et arbitraire. Propos de maître Yves Lunyagou, un des défenseurs des droits de la personne humaine. Ce membre de la société civile affirme que cette mesure engendrera beaucoup de problèmes, mais si rien n'est fait dans les meilleurs délais. Concernant la situation que connaissent actuellement les employés de l'autorité de l'aviation civile du Burundi, en rapport avec le message qui leur aurait été lancé par la direction générale, message leur demandant de rembourser la prime de 13e mois qu'ils avaient eue en 2015,
Tout d'abord, il nous faut comprendre que l'octroi d'une prime de 13e mois à des salariés est une chose tout à fait normale qui est pratiquée dans beaucoup d'entreprises, surtout lorsque la direction ou plutôt le conseil d'administration juge que la récolte a été bonne durant cette année. Donc que les employés de l'autorité de l'aviation civile du Burundi aient pu avoir cette prime, c'est tout à fait normal. Ce qui est plutôt anormal, à mes yeux, c'est qu'aujourd'hui, plus de 6 ans après, les mêmes autorités reviennent pour dire voilà, remboursez-nous ou retournez ce que nous vous avions donné. C'est incompréhensible parce que normalement cela fait partie déjà de ce qu'on appelle les avantages acquis. Ça a été une décision qui a émané d'un organe habilité, c'est-à-dire le conseil d'administration. Si ça a été une erreur qui a été commise, si la décision a été prise de façon irréfléchie, c'est aux organes qui ont fait ça, c'est-à-dire au même conseil d'administration, d'en assumer la responsabilité. Dire aujourd'hui aux employés de retourner ou de rembourser la prime qu'ils ont eue, ça poserait beaucoup plus de problèmes. On peut s'imaginer par exemple le cas des employés qui étaient là, qui aujourd'hui peut-être ne seraient plus en vie. Est-ce qu'on va revenir vers leur famille pour leur dire rembourser les montants que le défunt a touchés? Je ne pense pas. Donc je pense que c'est une décision qui risque de créer plus d'injustice. Mais pour ce qui s'est déjà passé, c'est vraiment fini. On n'a qu'à gérer la situation autrement. C'est maître Yves Lunyagou, un des défenseurs des droits de la personne humaine. Côté pause, nous abordons la page réfugiés. Les réfugiés burundais du camp d'Onduta en Tanzanie s'inquiètent de la décision de la reprise des rondes nocturnes dans ce camp. Ces rondes nocturnes avaient été suspendues car les responsables de ce camp disaient que la situation sécuritaire est satisfaisante. Plus de détails avec Marie-Ange Irakoz. Vers 10 heures de ce vendredi, les responsables de différentes zones du camp de Douta en Tanzanie ont réuni les réfugiés burundais pour leur recommander de reprendre les rondes nocturnes. Inquiétés par cette injonction, ces réfugiés se demandent comment ils pourront assurer cette ronde sans aucune arme à leur disposition. Non, même pas de lance pour se protéger, comme l'indique un de ces réfugiés. Ici au camp d'Onduta, vers 10 heures de ce vendredi, il s'est tenu des réunions dans chaque zone pour nous signifier que chaque homme doit se rendre dans des rondes nocturnes pour voir d'où viendra l'ennemi. Alors, on s'inquiète beaucoup, on n'a pas d'armes pour se défendre. Le plus étonnant est qu'ils savent bien qu'on a fui notre pays à cause de l'insécurité. Ces réfugiés font savoir que des sanctions sont prévues pour ceux qui n'accepteront pas d'obtempérer à cet ordre. Ils se demandent ce qui se cacherait derrière cette ronde, d'autant plus que, dans un passé récent, de telles activités ont été interdites dans ce camp et sans aucune explication. Celui qui refuse de participer à la ronde est malmené. Ces activités avaient été suspendues il y a de cela 2 mois seulement. Alors, pourquoi ils ont vu que c'est impossible de nous protéger nous-mêmes la dernière fois et de recommencer à nous obliger de le faire? C'est ce qui nous tourmente et nous accable. Nous ne savons pas pourquoi ils nous demandent de faire ces rondes. Est-ce que le HCR et la Tanzanie ne sont plus à mesure de garder la sécurité des réfugiés? Pour rappel, des cas d'infiltration des éléments de la milice Imbonerakure ont été signalés dans ce camp ces derniers jours. Ces réfugiés burundais du camp de Douta demandent au gouvernement tanzanien et au HCR d'assurer leur sécurité. Merci à toi aussi Marie-Ange Irakoze. Dans le mini-magazine au cœur de la société, nous vous parlons aujourd'hui de la situation sur les disparitions au Burundi. Le mini-magazine au cœur de la société vous est présenté par Emile Niwasum. Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis, préparée en synergie par les radios Inzamba Agatekakawe, Radio RPA Ijuya Onyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Plus de 200 personnes ont été portées disparues au Burundi depuis l'année 2016 selon la campagne Ndondeza à la veille de la célébration du 30 août de la journée internationale des victimes et des disparitions forcées. Dans le mini-magazine Au cœur de la société de ce 28 août 2021, nous allons revenir sur la situation sur ce crime dans le pays, le crime commis par des agents de l'État et les collaborateurs de l'État. Vous êtes avec Emile Niwasumba
Nzamba, bienvenue. Quand est-ce qu'on dit qu'une personne a été portée disparue? Les Nations Unies donnent une définition à la disparition forcée, comme nous le rapporte Éloge Divin Remesha. Selon les Nations Unies, la disparition forcée, c'est l'arrestation, la détention, l'enlèvement ou toute autre forme de privation de liberté par des agents de l'État ou par des personnes ou des groupes de personnes qui agissent avec l'autorisation, l'appui ou l'acquisition de l'État, suivi du déni, de la reconnaissance, de la privation de la liberté ou de la dissimulation du sort réservé à la personne disparue ou du lieu où elle se trouve, la soustrayant à la protection de la loi. À ce moment, explique de son côté Amnesty International, les proches et l'entourage n'ont plus aucune nouvelle des personnes disparues après avoir été enlevées dans la rue ou chez elles. Le plus souvent, les victimes de disparitions forcées ne sont jamais remises en liberté et leur sort demeure inconnu. Elles sont fréquemment torturées et beaucoup sont tuées. La disparition forcée est couramment utilisée comme stratégie pour répandre la terreur dans une société. Le sentiment d'insécurité et de peur qu'elle suscite ne touche pas seulement les proches des personnes disparues, mais aussi les différentes communautés et la société dans son ensemble, ajoute l'organisation Amnesty International. Au Burundi, depuis 2015, plusieurs opposants politiques, défenseurs des droits de l'homme, un journaliste et d'autres Burundais ont disparu sans laisser de traces. Les autorités burundaises n'ont pas fait d'investigation sur ces cas, allant jusqu'à nier l'existence de disparitions forcées dans le pays. Le Forum pour la conscience et le développement, FOCODE, qui enquête sur les disparitions forcées à travers sa campagne Ndondeza, a documenté plus de 200 cas depuis 2016, dont une trentaine depuis la prise de pouvoir du président Evariste Ndayishimiye. Depuis 2016, le Forum pour la conscience et le développement enquête donc sur les disparitions forcées au Burundi à travers sa campagne Ndondeza. Nos confrères de la radio Inzamba et de la télévision Renaissance ont demandé au président du FOCODE, Pacifique Nininaazwe, si ce qui se passe aujourd'hui n'est pas similaire aux crimes qui visaient principalement les militants du FNL après les élections de 2010. Le CNDD-FDD s'est rendu compte que malgré la répression, le parti CNR d'Agathon Rwasa a gardé une importance considérable. Et il est possible aujourd'hui que les arrestations, les enlèvements, les kidnappings qu'on voit visent le même objectif qu'en 2010, c'est-à-dire affaiblir le parti CNL, terroriser les militants du parti CNL, détruire les noyaux de commandement ou de direction, de responsabilité du parti CNL un peu partout dans le pays. Et quand on voit que des personnages comme Elingo Mirakiza, responsable du parti CNL en commune Mutimbuzi, sont ciblés, Elingo Mirakiza n'était pas n'importe qui, c'était un acteur très important du parti. Il nous avait déjà parlé à plusieurs reprises. C'est quelqu'un qui nous a alerté sur beaucoup de cas de disparition des militants du parti CNL. C'est quelqu'un qui s'intéressait à la vie de son parti, à la vie des militants, et c'est quelqu'un qui était très engagé et très convaincu de l'idéologie de son parti. Il faisait partie de la cellule de sécurité du parti ou des descentes d'Agathon Rwasa dans les différentes provinces du pays. Et c'est pas la seule personne d'ailleurs qui disparaît dans cette cellule. Avant lui, il y a eu Chuma, Jean-Berkimas Misago, il y a eu Laurent qui a disparu en mars 2020, c'est-à-dire que les éléments de cette cellule sont particulièrement ciblés, probablement par le renseignement burundais et les différents services de renseignement du Burundi. La seule différence avec 2010, c'est qu'en 2010, les gens étaient appelés et quand ils répondaient à des appels téléphoniques, ils étaient tués et les corps étaient laissés sur des montagnes, au bord des rivières, à plusieurs endroits où les cadavres pouvaient être retrouvés. Les cadavres des victimes de Safisha ont été trouvés. Par contre, aujourd'hui, c'est différent. Les gens répondent à des appels et disparaissent. Aujourd'hui, ces personnes, on ne voit pas de corps, on n'a pas de corps. Les victimes de ces disparitions forcées, c'est cela qui est extrêmement inquiétant. Pour Pacifique Nininaazwe, même si ces enlèvements sont observés à
après les élections, il y a une autre catégorie de personnes qui sont visées. Mais il y a une deuxième catégorie de victimes, c'est des personnes qui seraient soupçonnées de collaborer avec des mouvements armés. Nous avons cette impression que le régime s'attend à beaucoup d'attaques et à des incursions des mouvements rebelles, mais en même temps, le régime ne parvient pas à trouver ces rebelles et il nous semble qu'il est en train d'arrêter tout ce qu'il croit qu'il pourrait être en collaboration avec le Red Tabara ou d'autres mouvements rebelles. C'est ainsi alors qu'il y a cette multiplication des arrestations, des enlèvements, des kidnappings. Alors ce que je voudrais dire aux autorités burundaises, ce genre de pratiques n'ont jamais abouti à de véritables résultats, même dans le passé. Aujourd'hui encore, ils se trompent, mais plutôt ils sont en train d'encourager la rancœur de la population, et on sait que la colère de la population peut toujours conduire à des situations ingérables que le pouvoir ne pourra pas contrôler. Dans son message de la journée dédiée aux victimes des disparitions forcées, le secrétaire général des Nations Unies indique que les disparitions forcées sont parfois utilisées sous prétexte de lutte contre la criminalité et le terrorisme. Antonio Guterres signale toutefois que les disparitions forcées sont strictement interdites en toutes circonstances par le droit international des droits de l'homme. Et voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au mini-magazine au cœur de la société. Merci de nous avoir suivis. Vous étiez avec Émile Niwasumba. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société. Merci à toi aussi, Émile Niwasumba. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Ainsi s'achève cette édition. À la présentation, c'était Onedime Dushimagizé. Je vous souhaite de passer un bon week-end.